Salut, moi c'est Jérôme Vermelin et vous écoutez Les gens qui lisent sont plus heureux. Et si, à l'heure où les réseaux sociaux vampirisent nos cerveaux, prendre le temps d'ouvrir un livre était devenu un acte de résistance? Ce podcast, c'est celui des passionnés de lecture, sous toutes ses formes, sans préjugés. Dans cet épisode, mon invité est l'écrivain et académicien Erik Orsenna. L'idée de la lecture, c'est s'agrandir, c'est diversifier. Grâce à la lecture, on peut être tout, un animal, un fleuve, une femme, on peut être tout. Pourquoi n'être que soi-même? Parce que le vrai confinement, c'est n'être que soi-même. En plein confinement, le groupe Editis a proposé à ses auteurs de contribuer à un recueil inédit intitulé « Des mots par la fenêtre », une collection de 64 textes mise en vente au prix de 4,99 € sur le site lisez.com. L'intégralité des bénéfices sera reversée à la Fondation Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France, dans une période où les personnels soignants font preuve d'un courage et d'un dévouement sans faille dans la lutte contre le coronavirus. Plusieurs écrivains qui ont été mes invités dans ce podcast ont participé à cette initiative, comme Tatiana de René, Marc Lévy, Sophie Fontanelle, Michel Bussy ou encore Bernard Minier. Dans ce numéro, c'est le formidable Erik Orsenna qui a accepté d'échanger avec moi. Prix Goncourt en 1988 pour l'exposition coloniale, homme engagé, défenseur de la lecture et de l'environnement, Erik Orsenna est une personnalité qui promène sa curiosité, son érudition et son enthousiasme sur le monde qui l'entoure. Avec humour et humilité, un brin de révolte aussi, vous allez l'entendre, il m'a livré son regard précieux sur les événements que nous traversons. Bonjour Erik Orsenna, vous allez bien ? Bonjour, écoutez, ça va plutôt bien. Ce qui me permet de voir de remarquer que les crises augmentent l'inégalité des situations. Parce que moi, je suis habitué à être confiné pour écrire, parce qu'un écrivain, par définition, il est confiné, c'est-à-dire d'une certaine manière, il est concentré et hors du monde pour essayer de mieux raconter le monde. Et puis, ça dépend des situations. Moi, il se trouve que je suis dans le 13e, dans une toute petite maison à la butte aux Cailles, donc c'est agréable. Et donc, je pense aux familles qui sont dans des tours et qui sont dans 50 mètres carrés à 5 personnes. Donc, ça n'a rien à voir. Donc, et puis, il y en a qui sont en villégiature, en fait. Donc, il y a des confinés et puis il y a des gens qui sont en vacances. Donc, comme d'habitude, les crises frappent toujours les plus faibles. Sans faire de polémique, vous avez choisi, à un moment donné, vous avez réfléchi à choisir votre lieu de confinement ou ça s'est fait un peu par la force des choses ? Exact. J'ai choisi pour des raisons simples. C'est que ma femme est médecin et elle consulte et qu'elle s'occupe de sa vieille maman. Et donc voilà, c'était comme ça. Alors, on se parle aujourd'hui parce que vous avez contribué à un des textes d'un recueil de textes, de nouvelles, entre autres, qui s'appelle « Des mots par la fenêtre », qui est publié par Editis en ligne. Et vous, Erik, vous avez choisi un extrait de l'entreprise des Indes qui est baptisé « Rhinocéros ». Est-ce que vous pouvez m'en parler un petit peu? Pourquoi ce choix ? Alors, ce choix, parce que je suis navigateur depuis l'enfance, et donc je voulais raconter l'histoire de Christophe Colomb. Et alors, on a l'impression que Christophe Colomb, un beau jour, il décide de partir vers l'ouest, comme ça, parce qu'il n'avait rien d'autre à faire. Il en avait marre d'être confiné. Eh bien, c'est faux. Il a préparé très soigneusement son voyage, et c'était un des meilleurs navigateurs du temps. Et j'ai appris que, avant de partir, pendant 8 ans, avec son frère Bartholomé, il a été cartographe dans la ville de Lisbonne. Pourquoi Lisbonne? Parce que c'était la capitale du savoir à l'époque, puisque partout il y avait des débuts d'inquisition, il y avait des guerres, etc. Et à Lisbonne, on accueillait tous les savants, et notamment les cartographes. Et alors, j'ai voulu raconter cette histoire parce que quand les bateaux partaient, financé par Henri le Navigateur, qu'on a appelé Henri le Navigateur, qui était la puissance régnante à Lisbonne. Quand les bateaux partaient, ils partaient pour 3, 4, 5 ans, et puis ils revenaient un beau jour, et on voyait une caravelle revenir. Et puis elle revenait avec une cargaison de toutes sortes de choses, et notamment des animaux, et des animaux nouveaux. Et imaginez ce que ça a été quand on a découvert pour la première fois un rhinocéros,
débarquant dans le port de Lisbonne. Donc, ce qui m'intéressait dans ce texte, qui est une histoire vraie, romancée, mais sur une enquête extrêmement précise à Lisbonne, c'était de raconter le contact avec l'inconnu et la nécessité du savoir pour avancer vers l'inconnu, et aussi l'émerveillement et la terreur face aux animaux, c'est-à-dire un peu l'actualité. Oui, ce rhinocéros, c'est la métaphore de plein de choses, de nos peurs, de nos fantasmes. Comme vous dites, il fascine et il effraie en même temps. Et de l'ancien temps, et de tout ce qu'on peut imaginer, de tout l'ancien temps. On se demande pourquoi les chauves-souris, elles peuvent accueillir tous les virus sans être malades, pour une raison très simple, c'est qu'elles existent depuis 50 millions d'années, donc elles ont eu temps un peu de s'habituer. Vous voyez, ce qu'on a complètement oublié dans le monde aujourd'hui, le monde du tout de suite, c'est qu'on a tué l'espace et tué le temps. Il n'y a plus d'espace et il n'y a plus de temps. Eh bien, l'espace et le temps, ils se vengent, c'est leur revanche. C'est vraiment comme ça que vous voyez les choses, c'est comme une vengeance de la nature, une sorte une revanche sur les abus que lui font les hommes depuis des décennies. Vous savez, on a oublié l'essentiel. Regardez comment on maltraite l'alimentation. L'alimentation, jusqu'à une date assez récente, c'était 30% du budget. Maintenant, c'est moins de 10% du budget. Et on s'en fout complètement. On s'en fout d'ailleurs parce qu'on bouffe de plus en plus vite, tout ça, des trucs tout préparés, il n'y a plus de cuisine, il n'y a plus de repas, il n'y a plus de lien entre les gens, etc. Or, nous sommes ce que nous mangeons. Et c'est comme ça qu'on méprise les agriculteurs en leur demandant de produire toujours moins cher, et pour qu'on ait la possibilité de dépenser notre argent autrement. Donc moi, je préfère qu'on augmente les salaires et qu'on augmente en même temps le prix de l'alimentation. Ouais. Donc la course au toujours moins cher, c'est la course qui nous fracasse au toujours plus dangereux. Donc moi, depuis longtemps, je travaille sur les questions d'agriculture. J'ai longtemps été prof de matières premières et notamment d'agriculture. Donc ces questions sont complètement évidentes. Et on rappelle l'évidence. On sent à la fois une impatience et une forme un peu d'agacement et de désespoir par rapport à cette situation. C'est comme si les gens ne savaient pas quoi faire de ce temps qu'il leur est donné. Parce que c'est vrai que globalement, c'est vécu comme une punition. Qu'est-ce qu'on leur dit ? Alors, ce qui est très frappant, c'est que vous savez, j'ai eu un ami qui s'appelait Michel Lefebvre et qui a été marin pendant un moment donné dans la marine marchande. Et puis, il a rejoint le Centre national d'études spatiales, Centre européen d'études spatiales, et c'est lui qui a lancé les premiers satellites d'observation de l'océan. Et lui, il avait une idée très simple. Il disait, la planète est un vaisseau spatial. Il faut apprendre à en être les marins, dont être des géonautes, c'est-à-dire les marins de ce bateau qui est la Terre. Et nous, on s'est laissé emporter. Et on est emporté par des tempêtes et toujours plus vite, toujours plus vite, toujours plus vite. Et c'est un peu ça l'affaire. Et à toutes les échelles, c'est-à-dire à l'échelle de la planète, à l'échelle des pays ou à l'échelle personnelle, on se laisse emporter au lieu de reprendre les manettes. On court toujours, la croissance, tout ça, on court toujours plus vite. C'est l'occasion, en ralentissant, de savoir ce qu'est la vie. Et on fait tout comme si on devait s'oublier. Et dès qu'on est face à soi-même, on commence à s'ennuyer. C'est une grande angoisse même. Mais c'est une angoisse d'être face à soi-même et face à son temps et face à soi-même. C'est incroyable. Mais à quoi sert de vivre si la vie, c'est simplement s'oublier soi-même? On aura vécu pourquoi? On aura vécu en oubliant la vie. Mais ça n'a aucun sens. Aucun sens. Mais vive cette lenteur obligée, encore une fois, étant donné les formidables inégalités qu'il y a entre les opportunités de chacun. Parce que comment vous voulez être face à vous-même quand vous êtes dans 50 mètres carrés avec 3 ou 4 enfants? C'est vrai que c'est compliqué
de trouver le temps de réfléchir et encore plus de lire. Moi, ce podcast s'intitule « Les gens qui lisent sont plus heureux ». C'est une série d'entretiens autour du plaisir de la lecture. Est-ce qu'on peut vraiment trouver le plaisir de la lecture et plutôt dans ce moment difficile? Alors, pour moi, la lecture, d'abord, il faut bien savoir ce que c'est que la lecture. La lecture, ce n'est pas une consommation. Quand vous regardez un film, tout le monde regarde le même film. Oui. Quand vous lisez un livre, chacun se fait son film. Et donc, chacun co-crée en co-création avec celui qui a écrit le livre. Un livre n'est rien sans son lecteur. C'est le lecteur qui met des images, c'est le lecteur qui met des couleurs, c'est le lecteur qui met des rythmes, et nous donnons juste la base. Juste la base. C'est plus qu'une interprétation de musique, c'est vraiment on a une trame, et c'est le lecteur qui met la musique. Donc il apprend quelque chose de nouveau, qui est, au lieu de consommer comme en cuisine. Ma grand-mère était lyonnaise, donc j'ai été élevé dans le respect de la cuisine, des cuisiniers et des cuisinières. Donc, on donne des ingrédients, et c'est le lecteur qui fait le plat. Et donc, réapprendre cette sorte de maîtrise, au lieu de se laisser complètement emporter et de consommer en étant avachi devant un truc, avachi intellectuellement, eh bien c'est vraiment cette occasion incroyable. Et puis, moi, je ne serais rien sans les livres. C'est les livres qui m'ont constitué, c'est les livres qui m'ont appris. Il y a une phrase que je trouve très forte, vous savez, les hommes ont inventé les livres, mais les livres le leur ont bien rendu. Oui, tout C'est-à-dire, c'est les livres qui ont inventé les hommes. Donc, pourquoi ne pas prendre, même quand on est dans un espace un peu restreint, même quand on a des enfants qui piaillent partout, on peut toujours prendre une heure pour se retrouver soi-même. C'est quand même ça la base. Faut pas, on fuit, on n'arrête pas de fuir. C'est ça la course folle. C'est ça la course aussi de la politique, de sans arrêt. On dit à quoi ça sert tout ça? C'est quand même l'occasion à jamais. À quoi ça sert tout ça? Parce que autrement, l'épidémie, elle va s'arrêter d'une manière ou d'une autre. Et si on n'a rien changé, mais d'autres vont arriver. Moi, je m'étais trompé. J'ai écrit il y a 3 ans un livre qui s'appelle « Géopolitique des moustiques ». Oui. C'est-à-dire, comme je suis ambassadeur de Pasteur, je suis en contact avec les 26 pays où il y a les instituts Pasteur, et il me disait, attention, avec le réchauffement climatique, les moustiques sont de plus en plus là. Et les moustiques sont potentiellement porteurs de parasites. Notamment dans les 2/3 des départements français, il y a des moustiques qui sont potentiellement porteurs d'un parasite qui entraîne une maladie terrible, qui s'appelle la dengue. Et moi, je pensais qu'il y aurait des épidémies de dengue. Eh bien, si on recommence comme avant, en continuant à augmenter la température, eh bien, nous aurons toutes les chances d'avoir d'autres épidémies. Donc, il faut écouter ce que nous dit la planète. C'est tout. Voilà. Et pour écouter, il faut apprendre. Et pour apprendre, il faut lire. La lecture, c'est quelque chose que certains vont peut-être redécouvrir en cette période, j'allais dire compliquée, en tout cas inédite. Est-ce que après le confinement, les gens vont pas avoir envie de justement revivre à 100 à l'heure, 200 à l'heure? Moi, j'entends beaucoup dire, oui, le monde ne sera plus jamais comme avant, il va falloir changer des choses. Mais est-ce que l'instinct premier des êtres humains, ce ne sera pas justement de reconsommer à toute vitesse, de revivre à 200 à l'heure, voire à 300 à l'heure? Est-ce que vous croyez vraiment à un changement? Alors, j'aimerais croire à un changement. J'aimerais, c'est vous dire que je suis assez dubitatif. On peut imaginer que après la sortie, mais la sortie prudente, parce que s'il y a une deuxième vague, on ne le connaît pas bien, le virus. Hein. Non. S'il y a une deuxième vague, elle peut être plus forte que la première. Donc, si on ne fait pas attention, ça peut être plus terrible encore. Mais admettons que ça soit fini. Bon, j'imagine dans un premier temps complètement normal. On dit, bon, allez, les restos, les copains, tout ça, etc. Bien sûr que oui. Mais moi, le premier, j'ai donné rendez-vous, des rendez-vous de l'amitié avec des tas de gens qui me nourrissent au son. Vous savez, pourquoi j'aime tant les livres? C'est que ce sont mes amis. Pourquoi j'aime tant mes amis? C'est parce que ce sont des livres. Ouais. Les deux m'apprennent autant. C'est pareil. C'est pareil. C'est une double amitié.
Ce sont pareils. Donc évidemment, il y aura ce moment. Et puis après, ou pendant, il faudra qu'on réfléchisse un tout petit peu à ce que ça veut dire tout ça. Ce que ça veut dire que du toujours moins cher pour l'alimentation, de ce que ça veut dire de payer toujours moins cher les soignants. C'est magnifique la gratuité de la santé, mais ça ne veut pas dire que tous les soignants doivent être payés moins cher que n'importe quel petit financier de base. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? À quoi ça sert ? Moi, je ne suis pas du tout comme ceux qui disent « ça ne sert à rien la finance ». La finance, c'est le moyen, mais ce n'est pas le but. Donc, il y a des questions quand même qui vont devoir se poser sur l'utilité de chacun. Donc, j'espère que ces questions-là vont devoir se poser. Et alors, moi, je suis absolument formel avec tout ce que j'ai appris de toute ma vie déjà longue et dans des domaines très divers. Si on recommence comme avant, l'après sera pire. Ce sera pire. Est-ce que j'ai sous les yeux, Éric, la couverture de votre dernier roman, Briser en nous la mer gelée, avec une superbe photo de glacier. Ce livre, c'était une invitation au voyage, notamment vers le Grand Nord. Est-ce qu'on pourra autant voyager dans l'après-confinement ? Il y a deux choses. Ce livre, c'était un rendez-vous que je me suis fixé à l'âge de 30 ans, en me disant que tous les 10 ans, je ferai un roman d'amour. Pour essayer de me demander au fond ce que dans les années précédentes, j'aurais appris de l'amour. Donc j'en ai fait un à l'âge de 40 ans, à l'âge de 50 ans. À 40 ans, c'était celui qui a eu le Goncourt, l'exposition coloniale. Et puis à 50 ans, c'était longtemps. Et puis à 60 ans, il ne se passait rien de particulier. Et puis j'ai eu envie de le faire. Donc c'était un voyage en soi-même, un confinement. Ça voulait dire quoi aimer ? Ça voulait dire quoi aimer ? Donc ce n'est pas une question mince. À quoi sert une vie si on ne l'a pas passée à aimer ? Bon, ce n'est pas à consommer. Aimer, c'est pas consommer, c'est l'inverse. C'est reconnaître l'autre et d'une certaine manière se nourrir de l'autre, mais en tant qu'autre. Vous voyez, ça n'a rien à voir avec avaler à toute vitesse et voilà, c'est pas ça. Donc c'est déjà un voyage. Et puis la question du voyage, elle va se poser, bien sûr. Elle va se poser. C'est-à-dire cette frénésie d'aller partout, évidemment, ça va se poser comme de toutes les manières. Et notamment parce que le transport dérègle la planète, il faut le savoir. Donc, les consommations les productions de CO2 par les énergies. Donc, est-ce que ça va se poser la frénésie de sillonner partout ? Et j'en suis d'ailleurs le premier exemple, parce que moi, j'ai été à ce jour dans 110 pays du monde. Mais je suis peut-être un malade mental, comprenez ? Parce que quand j'étais petit, je me disais, je serai comme Tintin. Donc j'ai voulu être comme Tintin. Donc je vais vous dire que moi, je vais me poser vraiment des questions en me demandant, tiens, est-ce que ce voyage est vraiment nécessaire ? Parce que j'ai cette chance infinie d'avoir ce réseau de l'Institut Pasteur. Donc je peux appeler partout dans le monde et apprendre. Par exemple, ma professeure de chauve-souris, elle s'appelle Anne Lefebvre, et elle travaille à l'Institut Pasteur de Cayenne. J'avais une professeure de chauve-souris, c'est magnifique. Absolument, absolument, qui est magnifique, formidable, et qui me passionne, parce que c'est quand même passionnant, tous ces animaux depuis si longtemps, qui sont des génies de l'immunologie. Donc il faut savoir comment ça marche. Donc j'ai pas forcément besoin de retourner à Cayenne, alors même que j'adore la Guyane, qui est un laboratoire de vie absolument formidable, mais je peux quand même pas multiplier les voyages là-bas, on peut parler. Donc c'est ça aussi la technologie. Donc je pense que après cette sortie, cette crise terrible, il y aura une frénésie, mais j'espère que la frénésie s'accompagnera un peu d'intelligence et d'autres gourmandises, la gourmandise de comprendre. Je suis quand même effaré de voir qu'on dépense des dizaines de milliards de dollars sur l'intelligence artificielle et que pour comprendre le mécanisme immunologique de la chauve-souris, on se bat pour avoir 10 000 euros. Mais on est où là ? On marche sur la tête de la curiosité. Mais paradoxalement, je ne sais pas si c'est un paradoxe, mais cette intelligence artificielle et cette technologie qu'on développe, elle doit aussi nous protéger à court ou moyen terme. Mais c'est tout à fait. Mais
Qui va me faire croire qu'en ne s'intéressant qu'à l'artificiel et sans travailler sur l'humain, on ne pourra pas avancer. Il faut évidemment les deux. Loin de moi l'idée de mépriser le numérique. Bien sûr, bien sûr. Sans numérique, on ne pourrait pas se parler, d'ailleurs. Bah oui, on ne pourra pas faire cet entretien. Et Éric... moi, je ne suis pas du tout de ceux qui disent « c'était mieux avant ». Attendez, il y avait des épidémies terribles avant et on ne savait pas les soigner. Il faut savoir que cette épidémie, qui est certes terrible, mais enfin, on guérit 95% des gens. Oui. Donc, c'était pas du tout le cas il y a encore 50 ans, avec d'autres virus. Donc, il ne faut pas non plus exagérer. C'est vrai qu'il faut se rendre compte du sérieux de cette affaire, mais vive le savoir. Et vous savez, en tant que partenaire actif ô combien de l'Institut Pasteur, je reçois sans arrêt des lettres d'insultes ou de menaces parce que je suis évidemment pour les vaccins. Et les mêmes m'accablent maintenant en disant « mais que fait Pasteur? On n'a pas encore trouvé de vaccin. » Oui, tout à fait. Oui. Il faut vivre le savoir quand même. Arrêtons les conneries et les irresponsabilités. Il y a des opinions qui sont meurtrières. Il faut quand même le dire. Et la science, elle n'est pas démocratique, au sens où on ne vote pas pour savoir ce qui est vrai. Parce qu'il y a un certain nombre de pays, comme le Brésil, et je lis ça alors qu'une grande partie de ma famille est brésilienne et d'ailleurs est désolée de ce qui se passe. Mais il y a de plus en plus de gens au Brésil qui pensent que la Terre est plate. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est n'importe quoi. C'est meurtrier de dire des conneries comme ça et de les transporter. Pour revenir à un sujet plus léger, Éric, je voulais savoir, dans cette période de confinement, est-ce que vous lisez beaucoup? Est-ce que vous écrivez beaucoup aussi? Quelle est la part un peu de l'un et de l'autre dans vos journées? Pour être franc, ça ne change pas beaucoup ma vie, parce que ma vie, elle est dans l'écriture. L'écriture, pour moi, est inséparable de la lecture. Je lis pour écrire, j'écris pour lire, tout ça est lié. Et quand j'ai la chance, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, de naviguer, je rajoute lire, écrire et naviguer. Pour moi, les trois activités sont semblables. Et comme j'ai commencé le piano il y a 3 ans, je rajoute le piano. Donc voilà, donc j'ai cette chance d'avoir un piano à la maison et de déranger personne quand je fais mes petits exercices misérables. Et donc voilà, c'est ce que je vous disais dès le début et qui est absolument clé, c'est le privilège absolu qui est le mien. Absolu. Moi, ce confinement sera un moment d'extrême richesse. Alors pour les autres, c'est une agression terrible. Il faut bien se dire et se répéter qu'il faut éviter les crises pour une seule raison, c'est que les crises frappent toujours les plus faibles. Toujours les plus faibles. N'oublions jamais ça. Et que l'inégalité sera accrue du fait de cette crise sanitaire. C'est ça l'affaire. Est-ce que vous écrivez, je peux vous demander si vous écrivez et sur quoi en ce moment? J'écris exactement sur le sujet. Il se trouve que depuis 5 ans, je réfléchis activement sur ces questions de nos rapports avec les animaux. Il se trouve que depuis 15 ans, je réfléchis à la mondialisation. J'ai écrit des petits précis de mondialisation sur le coton, sur l'eau, sur le papier, en racontant un peu comment ça marchait, les villes. Et puis, j'ai écrit il y a 3 ans avec Docteur de Saint-Aubin un livre sur la géopolitique des moustiques. Et maintenant, j'écris un livre qui sera prêt. J'ai 2-3 petits voyages à faire, vous voyez, des voyages que j'espère utiles, mais pas plus, sur les relations entre les animaux et nous. Et puis leur révolte. Donc, j'écris là-dessus, et avec passion, parce que j'apprends des choses extraordinaires, à la fois sur les gros animaux, et puis comme les cochons, les plus petits comme les chauves-souris et les pangolins, et puis ceux qui sont à la frange de la vie, même pas encore la vie, juste à la frontière, qui sont les virus, puisque les virus, comme vous savez, c'est des bribes de code, des bribes d'ARN qui sont juste encapsulées. Voilà. Le pangolin, vous le connaissiez bien, cet animal? Bien sûr, ouais. je connais pour 2 raisons. D'abord parce que c'est un animal assez fascinant, et puis aussi parce que ça fait longtemps que je me passionne, effrayé par le trafic des animaux vivants. Ouais. Et donc je connaissais cette affaire, et comme j'ai des amitiés au sein d'Interpol, ils me disaient mais travaille là-dessus. Travaille sur le grand public, dénonce ces trafics d'animaux sauvages qui rapportent plus d'argent que la drogue, figurez-vous.
Il faudrait que ces trafics disparaissent après cette épidémie. Est-ce qu'une décision internationale peut être prise en ce sens ? Je ne sais pas. En tout cas, les législations existent, elles ne sont pas respectées. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la viande sauvage est sur tous les marchés, y compris les marchés chez moi dans le 13e, et donc ça rapporte de l'argent à beaucoup de gens. À beaucoup de gens qui ont déjà de l'argent, et ceux-là, c'est des salopards, mais à beaucoup de gens qui n'ont pas du tout d'argent, c'est-à-dire, c'est d'abord un appui de viande pour les pays du Sud, et puis il y a des braconniers qui font ça parce qu'ils ont d'autres possibilités de le faire. Donc, vous voyez, c'est ces questions qui sont des questions extrêmement complexes. Mais pour comprendre tout ça, il faut lire. Oui. Il faut lire. Comment vous pouvez faire ça sans lire, sans apprendre ? Je suis sidéré de voir que les gens reçoivent ce cadeau de la vie et en tirent rien du tout, ou si peu. L'idée de la lecture, c'est s'agrandir, c'est diversifier. Grâce à la lecture, on peut être tout, un animal, un fleuve, une femme, on peut être tout. On peut être tout. Pourquoi n'être que soi-même ? Parce que le vrai confinement, c'est n'être que soi-même. C'est ça le confinement. Mais si je n'étais que moi-même, mais je m'emmerderais à mourir. J'ouvre sans arrêt les fenêtres et chaque fenêtre ouverte, c'est évidemment, un livre est une fenêtre ouverte sur le monde. C'est pour ça que c'est les mots par la fenêtre. Et dire bravo à ceux qui nous soignent, mais les livres nous soignent autant que les soignants. Pour terminer, Eric, moi je vais vous interroger. Pour vous, ça va être simple. C'est une question philosophique quasiment que je pose à tous mes invités en rapport avec le titre du podcast. Est-ce que pour vous, les gens qui lisent sont plus heureux ? Je ne sais pas ce que c'est vraiment que la question du bonheur, parce que semble-t-il, je suis tombé dans la marmite quand j'étais petit. Et que j'ai vu des gens qui sont moins heureux ou qui sont plus angoissés. Moi, je suis angoissé actif, angoissé... Alors, la question, c'est pas heureux, c'est que est-ce que les gens qui vivent sont plus vivants ? Voilà, comme ça, je poserai la question. Parce que le cadeau qui peut être empoisonné, c'est la vie. Et donc, est-ce que les gens qui lisent sont plus vivants ? La réponse est oui. Et ça, il faut le cultiver, il faut le défendre encore plus dans le monde d'après. Si vous voulez vivre moins, continuez à pas lire. C'est votre choix. Vous, Eric, quand vous croisez quelqu'un qui vous dit qu'il n'aime pas lire ou qu'il n'a pas le temps de lire, vous réagissez comment ? Avec philosophie, avec un peu de malice, un peu de provocation, vous leur dites ça ? Comment est-ce qu'on arrive à convaincre quelqu'un qui ne lit pas ou qui ne lit plus ? Il n'y a pas à convaincre, il y a à donner envie. Moi, il n'y a pas d'obligation, il y a à donner envie. Vous savez, de tous les bonheurs que j'ai pu avoir dans ma vie d'écrivain. J'ai eu des prix, j'ai élu l'Académie, j'ai eu tout ce qu'on veut, des tirades, etc., etc. Il y a un bonheur qui est le bonheur le plus grand. C'est quand un petit garçon, une petite fille vient vers moi parce que ses parents ou ses grands-parents ont dit « Tiens, tu vois, c'est lui qui a écrit La grammaire est une chanson douce ». Et alors il vient vers moi, ou elle vient vers moi, le petit garçon ou la petite fille, il me dit « Merci monsieur, c'était grâce à toi que j'aime lire ». Et à chaque fois, j'ai envie de pleurer. C'est magnifique. Eric, je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Je vous remercie pour avoir passé ce petit moment avec moi dans cette période très compliquée. Et je vous propose qu'on se reparle après le confinement, en vrai, avec un verre et un livre entre nous. D'accord ? On est bien d'accord, parce que figurez-vous que je ne suis pas seulement membre de l'Académie française, mais membre du bureau de l'Académie du vin de France. Eh oui. Et pourquoi membre du bureau ? Parce que quand vous êtes membre du bureau, figurez-vous que vous participez au voyage d'études. Et moi, je suis absolument passionné par la viticulture, parce que la viticulture, c'est une sorte d'extrême de l'agriculture. Et je ne fais aucune différence entre la culture et l'agriculture. Ce sera une bonne occasion d'en parler alors et de se retrouver dans un monde, je ne sais pas s'il sera meilleur, mais il sera peut-être plus... Et chez un vigneron. Chez un vigneron. D'accord, très bien. J'en ai quelques-uns, je vais vous dire. D'accord. Avec des bons flacons. À bientôt. Merci Eric. Au revoir, bonne journée. Au revoir. Au revoir. C'est la fin de cet épisode. Je vous invite à le liker, à le partager et tout simplement à en parler avec d'autres passionnés de lecture comme vous.
Tous les épisodes précédents sont disponibles sur les plateformes de téléchargement et sur la page spéciale qui lui est consacrée sur lci.fr. Les gens qui lisent sont plus heureux. C'est aussi un compte Instagram où vous pouvez retrouver les coulisses de chaque épisode. Je vous dis à bientôt et bonne lecture.